Je suis avec un artiste qui a construit ce qu'on appelle maintenant la sous-culture, un des pionniers du hip-hop, DJ Crazy B. Bienvenue. Merci de me recevoir. Comment ça va ? Un plaisir. Super, écoute. Comment présenter DJ Crazy B comme un des premiers turntablistes en France ? Turntabliste, c'est l'art de scratcher, de faire de la musique avec ses platines, comme disaient nos parents. Ouais, avant tout ça, je pense que je suis surtout un passionné de musique. Gros DJ. Donc j'ai écouté beaucoup de musique. J'avais une famille où on écoutait énormément exactement, de musique. Ouais. Donc ta ça mère m'a écoutait du classique, ton père plutôt jazz. Ouais, exactement. Mes frères, il y en avait un qui écoutait plutôt de l'anglais, ça veut dire du punk, jusqu'à Divo, jusqu'à Yann Dury. Donc tout jeune, j'ai écouté plein de choses. Un autre qui écoutait du Roy Ayers, du Fela, du James Brown évidemment, donc c'était tout de suite ouvert. Ouais, très ouvert. Et oui, la musique, ça m'a toujours parlé. Et je pense avoir la compréhension de beaucoup de musique. Je suis pas du tout fermé dans un... Avant l'arrivée du hip-hop en France, tu dansais sur de la funk, c'est ça ? Ouais, ça a été vraiment... la funk, c'est vraiment ma musique de cœur, quoi. Celle qui me procure des émotions encore maintenant. Donc il y avait cette émotion du corps aussi, donc on dansait. Mais c'est vrai que j'ai mes premiers clubs que j'ai fait, finalement, c'était un petit club qui ouvrait le dimanche après-midi pour des soirées funk. C'était génial parce qu'on pouvait y aller tôt. Ouais. C'était à Paris 2, sous le centre commercial. J'ai oublié le nom de la boîte, j'arrive pas à me la remettre. Si dans les commentaires il y en a un qui la retrouve, je le félicite. Et donc voilà, et ça a été vraiment les premières rencontres musicales où la funk, tout le monde dansait, il y avait tous les tueurs, c'était l'époque du jazz rock aussi, de la funk, donc il y avait vraiment déjà l'ambiance battle de danse avant le hip-hop. Donc j'étais déjà là-dedans, et puis après le hip-hop est arrivé, et puis ça fait une sorte de transition et à partir de quel moment tu es devenu DJ Crazy B ? Du moment où je suis allé chez Ticaret, donc chez Dan. Boutique mythique, qui était la première boutique qui vendait des disques et des vêtements autour du hip-hop. Donc je vais balancer mon blaze d'avant, c'était Nikki DMC, en vrai, mon tout premier blaze. Ouais, c'est pas mal. Et j'étais, il y a eu Nikki D après, mais c'était une rappeuse. Donc. Et donc je suis allé chez Dan pour faire une ceinture avec le nom, c'était un passage obligé. Ce qu'on appelait les nameplates. À l'époque, tout le monde se baladait avec une ceinture où il y avait écrit son nom. Donc mon budget était réduit pour faire Nikki DMC, j'étais obligé d'enlever des lettres et en vrai dans la voiture en y allant j'ai pris Crazy B et c'est assez banal, c'est pas une grande réflexion. Il y avait Crazy Leg à l'époque peut-être, tu vois, Crazy Boy, on me prenait un peu pour... j'étais un peu à part aussi. Donc voilà, je trouvais ça bien, ça faisait hip-hop. Et alors, donc tu te fais ta nameplate avec ton nom Crazy B, tu commences à mixer dans des soirées plutôt funk, et ensuite se passe la rencontre avec un groupe qui s'appelle Rhapsonic, qui était devenu ensuite Ragasonic. Donc c'est mes premiers homeboys, on va dire, de 78. Donc c'était Doc Phil, Cool MC et puis Steph Deffing, c'est Big Red en vrai maintenant. Donc voilà, c'était avec eux qu'on a vécu toutes ces soirées du 78 qui étaient super, un peu rock'n'roll souvent même, mais on était des passionnés, on allait à fond, donc oui, le rap, ça a commencé à rapper en français à ce moment-là. Moi j'étais DJ, donc j'étais intéressé par la musique et puis être derrière... voilà, donc ça a commencé, on était vraiment déjà actifs dans le 78, pas mal, on a un peu tourné partout, donc c'était des bonnes expériences, quoi. T'étais DJ de soirée, mais également DJ technique, et tu t'es inscrit dans les premiers concours DMC. DMC, pour les gens qui ne connaissent pas, c'était une institution à l'époque qui régissait les DJ les plus techniques, c'est-à-dire que c'était des battles avec du scratch et tout ce qu'on pouvait faire autour d'une platine. Bon après il y a eu, effectivement, il y a eu Dynasty, la découverte de Daniel, au Globo, tout ça, donc la technique DJ que j'ai poussé pour arriver un jour à participer à ces premiers championnats. Dynasty qui nous a fait l'honneur de venir pour la première émission. Super, et que vous pouvez découvrir en podcast avec MC Solar. Génial, j'écouterai parce que je trouve tu régales-toi, c'est gratuit. Et donc voilà, et ça a été un grand déclencheur pour la technique. Et puis après il y a eu ça faisait partie du hip-hop, tous les
rappeurs que j'écoutais à l'époque étaient associés à un DJ, la plupart. DJ Jazzy Jeff, Fresh Prince, tout ça. Donc on écoutait les scratchs sur le vinyle, c'était notre découverte. Et on était intrigués parce qu'on n'avait pas Internet, on voyait pas les vidéos de comment ça se passait. Mais moi, la question que je voulais te poser, c'est que le scratch, on en a vu à la télévision, on en a vu en soirée. Toi, tu fais partie des premiers qui ont appris ça. Comment est-ce que on fait ces premiers scratchs sans détruire les platines? Comment est-ce qu'on apprend ça en fait sur le tas? Parce que c'était nouveau, personne ne le faisait avant. Ouais, on détruit des platines. On détruit des. Non, j'ai fait plusieurs étapes de platines qui étaient merdiques. Hein, ouais, et au fur et à mesure, je me suis rendu compte. J'ai appris le mix comme ça. J'avais pas de pitch. Bon, j'ai compris que pour caler 2 disques, il fallait un pitch. Donc je ralentissais un peu à la main. Et puis après, j'ai eu une platine qui avait un petit pitch genre super précis. Tu le tournais à peine. Donc ça m'a donné une rigueur dans le mix. Et après le scratch, comme je te dis, c'était on reproduisait ce qu'on entendait au final dans les disques. Donc on marchait beaucoup gimmick. On n'avait pas la technique, on nous disait pas fallait couper là, faire ça comme d'autres ont développé. Après dans le Turntablis, on poussait vraiment l'art du scratch à expliquer tout. Pour toi, est-ce que le scratch est un art? Ouais, bien sûr. Explique-moi l'art du scratch. L'art du scratch, c'est quand même d'utiliser, déjà détourner un instrument de base, qui est la platine, qui à la base n'est pas du tout prévu pour ça. Et c'est d'utiliser des temps en découpant un son et puis de se placer dans la musique. Donc ça équivaut à jouer de la guitare, à jouer d'un autre instrument. Au final, t'as la même rigueur à faire, sauf que y a pas de solfège, il n'y a pas vraiment de cours, enfin en tout cas à mon époque. Et qu'il fallait découvrir ça par nous-mêmes, c'est ça qui était cool. C'est quoi les techniques de scratch les plus dures pour toi? Il y en a énormément. Et... les plus durs, c'est quand il y a eu la deuxième étape un peu Kubert, où il y a eu les flares, tout ça, parce que moi, ça faisait déjà beaucoup de... Est-ce que tu peux expliquer le flair pour quelqu'un qui ne connaît pas le flair? Voilà, c'est un geste. Alors le flair, c'était une coupure qui se passait dans le son, mais au lieu de couper au début, tu coupais au milieu, et tu faisais un aller-retour, et voilà, c'est une mécanique qui est complètement différente que ce que je faisais des années en arrière. Ça veut dire il y a le transform qui est le truc un peu de base, il y a le baby scratch, tu vois, que tout le monde sait faire naturellement, on va dire. Et puis il y a plein de techniques, le shirt, tout ça. Mais c'est vrai que les techniques de Kubert, tout ça, ça a été très compliqué. Est-ce que tu as passé beaucoup de temps, toi, à apprendre ces techniques, ou c'est des choses qui étaient plus ou moins innées, vu que tu as l'expérience? Ah non, j'ai travaillé depuis le début, je travaille comme un acharné. J'étais sur mes platines 8 heures par jour, moi. C'était pas... Non, c'était énormément de travail. Surtout... Parce qu'à l'époque, il y avait pas. Déjà, fallait trouver les disques, fallait avoir les idées. Moi, c'est l'idée qui prime aussi beaucoup. Et puis après, fallait avoir la technique, mettre en place, répéter. Donc, j'ai une rigueur tout de suite très jeune, ce qui m'a permis de m'investir et puis gagner une première fois un championnat de France parce que je m'étais investi énormément. Non, beaucoup de travail. Et j'aimerais comprendre aussi comment est-ce que tu es arrivé dans le groupe Alliance Ethnique. Alors, quand on passe de champion de DJ au groupe qui devient numéro 1. Alors, pour être précis, je fréquentais Guts, donc qui faisait déjà des musiques pour Alliance Ethnique. Ils avaient un autre DJ, DJ Moussa, je crois, je ne sais plus le nom exact, j'oublie. Donc je fréquentais Guts parce qu'il avait fait les premiers DMC Guts, donc on s'est échangé. J'allais chez lui à Boulogne, dans sa cité, puis on se faisait des journées comme ça. Et puis il m'a parlé de ce groupe et il a commencé à me faire écouter. Et je trouvais ça super. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de super intéressant et de nouveau qui me parlait. Et donc je suis allé les voir en concert, je crois à Meaux. Et j'ai super bien adhéré au truc. Et puis bon, voilà, mais rien de plus. Et puis ils m'ont proposé à un moment, ils m'ont proposé de devenir le DJ d'Alliance Ethnique parce qu'ils se séparaient de l'autre. Et à l'époque, le rap, le hip-hop, c'était à tout casser 3, 4, 500 personnes autour de Paris. Tout le monde se connaissait, tout le monde s'appréhendait, tout le monde s'appréciait ou pas, mais en tout cas, tout le monde savait qui était qui et qui faisait quoi. Et tout d'un coup, tu te retrouves dans un succès qui commence à être national et ensuite quasi planétaire parce que Alliance Ethnique, c'est un groupe qui a tourné partout. Comment on gère ça, en fait, quand on est le DJ et qu'on voit ses potes qui étaient des passionnés de rap exploser dans tous les sens?
Ouais, c'est assez fou en vrai. Il y a une sorte de bascule qui se fait que t'attends pas. Enfin, nous, on faisait nos maquettes. On était sur Respect. La maison. En vrai, il faut comprendre que Alliance Ethnique, on a été signé après 5 ans d'underground ou 4 ans où on a pété des scènes quand même en live entre justement les performances DJ, les freestyles Kamel qui allait très vite. On faisait des associations DJ, rappeurs, voilà. Donc on avait une pêche d'enfer et on s'est fait connaître comme ça. On a signé comme ça. Et puis après, fallait faire ce premier album. Premier album, on a eu 2 labels. D'un coup, on te dit. Vous voulez qui comme producteur? Bon, c'était l'âge d'or, donc. On veut la meuf de La Soul. Voilà, exactement. Ça se passait comme ça. On veut le producteur de Tribe, Bob Power, le mec qui fait les. Vous l'avez, pas de problème. Il vient et puis tu démarres et puis t'es avec tes maquettes et puis tout se transforme et puis à un moment il y a Respect qui sort. Donc t'es confiant, mais tu sais pas, tu penses pas à ça, en vrai, tu penses pas à ça. Et puis là, ils le font écouter aux radios, à Énergie, qui devient complètement fou, qui dit on veut le jouer un mois avant. Ça devient là, d'un coup, tu vois que ça bascule, et puis après, t'es emmené dans le truc, quoi. Donc, Toi, tu t'appelles Crazy Bee, c'est quoi le truc le plus crazy que t'as vécu avec Alliance Ethnique? Il y en a eu. Je veux pas balancer les dossiers. Ouais, donne des faux noms. Non. Camélia. Non, je sais pas. Moi, les trucs que j'ai vécu, c'est des sortes d'émeutes façon Beatles, tu vois, à une Fnac. Alors, je sais plus dans quelle ville de France où on était là pour des dédicaces et ça a pris tellement d'ampleur qu'il y a eu trop de monde. Ils nous ont poussés et puis on nous dit il faut partir parce que là c'est l'émeute, c'est le bordel, il y a trop de monde. T'es là, tu t'hallucines et tu te mets à courir dans une voiture avec des gens derrière qui te suivent et t'es là, tu te dis attends, c'est quoi ça? Voilà, il y a ce genre de choses et puis des trucs plus privés rigolos. Et il y a un truc marrant aussi avec Alliance Ethnique, c'est que à l'époque les gens du hip-hop disaient non mais Alliance Ethnique c'est commercial. Et aujourd'hui, les rappeurs veulent être commerciaux, disent moi je suis commercial. Qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Alors je pense qu'au premier à Respect, il n'y avait pas tout à fait ce côté ils sont commercial parce que ce morceau quand tu l'écoutes il est quand même pour moi il représente Alliance Ethnique c'est ce qui a été le meilleur pour moi d'Alliance Ethnique, c'est Respect dans la prod, dans ce que ça amène, dans les paroles, dans tout. Au deuxième, à Simple et Funky, ceux de l'underground, ils ont vraiment basculé en se disant, ça va plus trop. C'est vrai que la démarche, elle n'était pas dans un hip-hop underground, mais on était sincère avec ce qu'on voulait faire, en vrai. Et donc, Kamel était quelqu'un qui voulait diffuser de la bonne vibe. Nous aussi. Moi, je suis quelqu'un qui aime diffuser de la bonne vibe. Et c'est quelqu'un, je le dis ce soir, Kamel, pour qui j'ai un immense respect. C'est quelqu'un qui a inspiré beaucoup de monde, beaucoup de générations. Et Alliance Ethnique, vous avez fait beaucoup. Les gens le disent pas assez dans le hip-hop, mais vous avez fait beaucoup. Kamel a surtout été un icône pour beaucoup de gens à ce moment-là. C'est vrai que c'était il représente quelque chose d'important à ce moment-là. Il n'y avait pas eu beaucoup de gens qui avaient représenté comme ça. Il est devenu un peu une star. Nous, on était en retraite, tout ça, quand même. Et Kamel, ça a été un phénomène à ce moment-là, ouais. Ensuite, tu te réinventes avec le groupe Birdie Nam Nam. Alors il y a d'autres choses entre temps. 2002, vous gagnez le championnat du monde de DMC avec Birdie Nam Nam. Ouais. C'est quoi Birdie Nam Nam pour les gens qui ne connaissent pas? Alors c'était 4 DJ qui se sont regroupés et on avait un concept, c'était justement de pousser le délire du turntablist dans l'utilisation de notre platine comme un instrument. Donc c'était chacun jouer des parts, que ça soit des parts. Un faisait la guitare, l'autre la basse, l'autre les rythmiques. Voilà, donc ça découlait des teams qui ont été créés par Qbert, les Invisible Scratch Pickle. Mais on a poussé ça dans notre délire musical, donc ça a été une sorte d'expérimentation qui s'est passée chez moi au début. Vraiment, on était tous ensemble, on a retourné mes disques et puis on a fait ce premier album un peu sans rien calculer, en toute liberté totale. Et puis ça a... Et vous avez fait le tour du monde? Derrière, c'était la folie. Des soirées dans le monde entier. Ouais. Un tube avec A$AP Rocky qui l'a repris à Skrillex. Ouais. Aujourd'hui, c'est fini, Birdie Nam Nam? Ouais. Pourquoi ça s'est terminé? Alors, je te dirais des histoires d'ego, de groupe, voilà. Bon, c'est pas figé, hein.
L'amitié, des fois, ça reprend, ça repart, on sait pas. Je sais pas. Moi, je suis toujours pour que les choses se passent. J'ai toujours fait avec les caractères des gens. J'ai toujours fait, mais sur le temps et sur les années, il y a des choses que tu peux plus accepter. Donc, t'es obligé un peu d'arrêter tout ça. Bon, en tout cas, moi, tous ceux des Birdies que je connais, c'est des bons gars et je les embrasse tous. Oui, voilà. on était une sacrée équipe. Effectivement, ça faisait une sorte de boys band improbable. Et maintenant, Crazy Bee, c'est quoi alors ? Production ? Crazy Bee, je me mets à produire. J'ai un petit Bandcamp, c'est pas grand chose en ce moment, on va dire, mais je produis une chanteuse qui s'appelle Nicole Skaya, sur Bandcamp, et puis je fais des morceaux, je me mets à la production, Donc c'est un peu ça. Bon, les soirées en ce moment, c'est compliqué. C'est un peu compliqué, ouais. Et puis bon, dans ma vie, je suis pas à fond de faire des soirées, de repartir, Sauf s'il y a un bon projet qui se profile.